Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve en extérieur à Iidabashi à Tokyo. Je suis venu rencontrer Hugo qui habite à Tokyo et qui a accepté de répondre à mes questions. Salut Hugo, merci d'être aujourd'hui avec nous. Salut Sam, merci beaucoup. De rien, de rien. Et on va commencer simplement. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu comment tu es venu au Japon et qu'est-ce que tu fais ici? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous, moi c'est Hugo, j'ai 34 ans, je viens de Bretagne, Saint-Malo. Alors moi à la base, j'ai fait des études de droit et pour mon master, je suis parti en master spécialisé sur le nord de la France à Lille, où il y avait une formation qui était spécialisée sur l'Asie, et donc avec des cours intensifs de japonais. Ah d'accord. Que j'ai fait ça. Donc j'ai fait ça en master 2, dans ma 5e année, Hmm. où on avait un échange universitaire à la fin, qui malheureusement n'a jamais eu lieu, puisque moi je fais partie de la promotion 2011. D'accord, oui d'accord. Et donc du coup, un mois de mars, c'est Ouais, noir. Petit tremblement de terre, Voilà, tsunami, tout ça. un beau matin, ma mère qui m'appelle pour me Ouais. dire t'as vu les news, et j'ai fait non. Et en effet, donc le projet qui était donc tombé à l'eau, hein, C'est le cas de le dire. Euh, Sans mauvais jeu de mots. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, je devais venir normalement à Waseda en échange universitaire. D'accord. C'était plutôt cool, une bonne université de Tokyo. Ouais, carrément. Malheureusement, ouais. Donc, ça s'est pas fait. Donc, je suis resté en France. J'ai continué à faire mes stages de fin d'études. J'ai commencé à travailler en France. Jusqu'au jour où j'en ai eu un peu marre. J'ai un petit peu tout plaqué. J'ai un petit peu dit au revoir à mon travail, à mon coloc, un petit peu à tout le monde. Et je suis venu donc au Japon donc en 2013. D'accord. 2013, il y a presque 9 ans, donc presque 10 ans. Et donc je suis venu pour un voyage au départ de 3 mois où j'ai fait le Japon donc du nord au sud en stop. Alors ça c'est intéressant. Alors pour les plus fidèles d'entre vous, dans ma première FAQ, il avait laissé un commentaire en disant qu'il avait fait le Japon en stop et ça avait intéressé pas mal de gens, et moi notamment. Et du coup je suis très heureux de pouvoir enfin avoir tous les détails sur cette aventure. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as galéré? Parce que le stop au Japon, alors, en tout cas moi j'en ai jamais vu. Et les Japonais qui font du stop, j'en ai jamais vu non plus. Alors je m'aventure pas trop dans les campagnes, vous le savez, je suis plutôt un citadin. Mais même dans mes voyages, quand j'ai vadrouillé, j'ai jamais vu d'autostoppeur. Toi, quand tu as fait du stop, tu étais le seul, tu as croisé d'autres autostoppeurs, comment ça se passait? Explique-nous. Non, ouais. Donc, non, j'ai croisé d'autres autostoppeurs, Ah, carrément. Des Japonais qui le font, des étrangers. D'accord, ok. À la base, moi, il y avait deux choses qui m'avaient motivé. Il y avait un Français qui avait fait ça. Alors, je crois que de mémoire, c'est Julien Joly, je crois, qui avait écrit qui avait un bouquin, je crois, à D'accord. l'époque, qui avait fait cette aventure. Et alors là, je suis désolé pour cette personne, un journaliste qui connaissait rien au Japon. D'accord, ok, qui avait tenté. Et qui avait tenté, Ah. qui avait fait 5 épisodes. C'était assez marrant. Il avait acheté un énorme parapluie blanc. Il avait fait signer tout le monde sur le parapluie. C'était super intéressant et surtout quelqu'un qui ne parlait pas un mot de japonais, qui ne connaissait pas le pays et c'était déjà c'était pas mal. Et toi, t'étais parti d'où du coup? Ton point de Alors, départ, c'était. Moi à la base, je voulais pas faire. Je me suis dit. En plus, c'était un de mes premiers gros voyages à l'étranger. La peur quand même de se dire, je vais à l'autre bout du monde. Entre la fin de mes études et l'arrivée ici, il y avait eu quand même 2 ans à peu près. Donc moi, mon niveau de japonais avait complètement fondu. Il y avait le gros stress, donc je m'étais dit si je vais à Tokyo en premier, plus grosse ville du monde, je vais dans le mur. Donc peut-être, j'ai l'impression que les gens de Tokyo sont peut-être moins enclins à prendre des autostoppeurs que les gens à la campagne. Ouais, alors pareil, j'étais pas forcément venu dans l'idée de faire du stop au départ. D'accord. En fait, je suis parti directement à Sapporo. D'accord, ok. Donc je suis arrivé à Tokyo, j'ai dormi à l'aéroport. Je me suis fait bouger par la sécurité de l'aéroport parce que. Pas rester là, monsieur. Non, on reste pas, on dort pas comme ça. Et du coup, j'étais parti directement à Sapporo. D'accord. Donc ma première nuit au Japon, vraiment, c'était à Sapporo. D'accord, ok. Et de là, je fais mon premier trajet. Donc ça doit être jusqu'à Abashiri, je crois, dans le nord, où je le fais en bus. D'accord, ok. Parce que c'était un peu dans l'idée à la base de voyager normalement. Et la chose, c'est que en fait, je m'emmerde. Tu prends un bus, tu parles à personne, comme en plus t'es étranger, ça fait un peu peur.
tout le monde te parle pas. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une autre façon, il faut que je trouve quelque chose. Et je suis parti, le lendemain matin, je suis allé acheter un gros carnet, un gros feutre noir. J'ai regardé les kanji à peu près à quoi ça ressemblait. J'ai copié les kanji. Ouais. Je me suis mis au bord de la route et j'ai dû attendre 5 minutes. Sérieux? Ouais. Et c'est 5 minutes. quel genre de personne t'as? Tout le monde. J'ai tout. J'ai eu des femmes seules, j'ai eu des couples, j'ai eu des grands-mères, j'ai eu des grands-pères, j'ai un flic qui m'a pris, il avait une Porsche automatique. D'accord. J'ai jamais compris le principe, C'est quoi le principe? non, mais Tu aimes les voitures ou pas? Ouais, voilà. Le mec respectait bien bah, ses limitations. D'accord. Non, j'ai vraiment eu tout type de personnes. Par exemple, j'ai une grand-mère qui est passée, qui m'a pris, qui me fait voilà, moi je suis passé à l'aller, je t'ai vu, je suis allé faire mes courses. T'es toujours là au retour, bah, du coup je t'ai pris. Sympa. Et sympa parce que du coup son fils avait longtemps travaillé sur Hawaï, gérer des hôtels, parlait parfaitement anglais, il venait de rentrer au Japon. Et elle me dit, écoute, on a toute la famille ce soir, viens. Je suis resté avec toute la famille, c'était super sympa. C'est un peu comme je peux dormir chez vous. Exactement. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Ouais. D'accord. Et ce couple-là, tu vois, s'est marié après, ils sont venus en France pour leur voyage de noces et je leur ai fait visiter Paris. Tu vois. Ah ouais, sympa. Non, donc vraiment de tout. J'ai jamais eu de problème, ça a été fait toujours très vite. D'accord, t'as jamais attendu 2 heures au bord de la route? Bon, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais peut-être mon plus long, ça a été 4 heures. Mais d'accord. ça m'est arrivé une fois sur 3 mois de voyage. Toujours ça s'est bien passé. J'ai toujours dormi quelque part. J'avais aucun plan. D'accord, ok. J'avais à peu près une idée de ma destination, mais je savais jamais finalement où j'allais. Ça dépendait des gens. Il y a des gens qui me disaient non, mais tu devrais aller à tel endroit parce que c'est super sympa. Il y a des gens inverses qui te disaient non, mais ça c'est pas terrible. Des fois, ils te disent viens dormir à la maison et tu fais carrément. Carrément. Et tu as voyagé combien de temps du coup en stop là? Pendant Donc 3 mois. 3 mois, putain. Ouais. Je suis arrivé en avril de mémoire. Avril, mai, juin, juillet, je pense que c'est jusqu'à juillet. Donc je suis parti, Sapporo, il neigeait. En avril, moi je suis allé une fois à Sapporo, c'était début mai, il y avait de la neige. Non, il neigeait, il faisait ça m'a fait bizarre. Et j'ai fini donc en juillet à Okinawa. D'accord. Où en short, la totale. Ah ouais, d'accord. Et question un peu pragmatique, tu avais quel budget pour ton voyage? Alors moi j'avais bossé comme un fou avant, donc j'avais tout mis de côté. J'avais à l'époque de mémoire, je crois que j'avais 4750 yens par jour. 4000 yens par jour? 4750. Je pensais qu'il allait me dire 4000 euros pour 3 mois. 4000 yens par jour. Du coup, je crois que ça fait 4000 euros, 4000 euros en 3 mois, je crois. D'accord, ok. Ah je t'ai pas mal. 4000 yens par jour, ça va vite, hein. Ça va très vite. Surtout si t'es à l'hôtel. Ouais. Alors, t'as pas le transport qui coûte très cher. Heureusement. Finalement, tu fais du convenience store, Family Mart, Lawson, tu manges que ça le midi. Généralement, j'essaie de faire un bon resto le soir quand même. D'accord. Pas forcément tout le temps, mais régulièrement, resto de sushi, un machin. Alors, encore une fois, c'était il y a 10 ans, c'était pas la même époque. C'est-à-dire que déjà, le téléphone, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de forfait international, il n'y avait pas tout ça. Donc moi j'utilisais pas le téléphone, j'étais à la carte, la carte. Quand j'arrivais dans en fait la stratégie elle était simple, c'était j'arrive dans une ville, en fait je demandais aux gens de me déposer à la gare. D'accord, ok. Généralement la stratégie c'était à la gare, parce qu'à côté de la gare, tu as toujours l'office de tourisme. Alors faut faire gaffe parce qu'elle ferme à 5h à peu près, ou 4h des fois, donc faut arriver assez au Japon ça ferme souvent tôt les trucs, surtout en hiver. Si vous venez en hiver, vous comptez visiter des parcs, des musées ou quoi, méfiez-vous souvent à 4h, 5h grand max, tout est fermé. Et certains parcs à 15h30, c'est clair. Donc prévoyez vos visites le matin, et puis à partir de 4-5h en général, vous rentrez à l'hôtel, vous douchez, puis vous sortez, parce que faut plus rien visiter ce soir. C'est clair. Par contre, c'est ouvert toute la semaine. L'avantage, c'est que par contre, il n'y a pas de férié, il n'y a pas de dimanche. Donc non, la stratégie, d'arriver à la... On arrive à l'office de tourisme. Généralement, je leur demandais des fois s'ils ne connaissaient pas des gens qui hébergent. D'accord, carrément. Ou alors, je venais, en fait, à la fin, ce que je faisais, c'est directement, je donnais mon prix. Je disais, voilà, j'ai tant. D'accord. J'ai 2000 yens pour la nuit. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver un logement pour ça, quoi. D'accord. Généralement, les mecs sont toujours là pour t'aider. Ils ont toujours les bonnes adresses. T'as beaucoup de minchuku.
Donc Minchuku, c'est quand c'est des gens qui l'hébergent. Hmm. C'est des guest house, mais finalement pas d'un point de vue business. C'est vraiment des guest house où des gens invitent des guests, des invités. Beaucoup de personnes âgées font ça parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ont de la place. Ils ont de la place. Ouais. Ouais, donc beaucoup de Minchuku, beaucoup de. Alors, il y a toujours les bons plans, des capsules hôtels qui coûtent pas trop cher. En bon plan, il y a aussi donc, ouais, les manga Kissa, donc Internet Café. Là, pareil, c'est sympa parce qu'en fait, tu passes la nuit. Ça te permettait, donc, comme je disais, moi, c'était une époque où pas forcément les téléphones. Moi, ça me permettait de communiquer avec la famille, de faire des Skype, des choses comme ça. En plus, avec le décalage horaire, du coup, ça me permettait de faire ça la nuit. Et puis, tu avais un petit déjeuner le matin avec un toast, un café, quelque chose comme ça. Alors, moi, j'y suis jamais allé, hein, mais j'en ai parlé il y a pas longtemps quand je parlais des SDF au Japon. Et il y a des gens qui vivent carrément dans les mangakisa, hein, puisqu'il y a des mangakisa où tu as tout, quoi. Tu as le café à volonté, tu as la douche, tu peux dormir, tu as internet, tu as la télé. Donc ça peut dépanner, effectivement. Hein. Il y a un truc qui peut dépanner aussi, c'est les love hotels. Oui. Parce que les love hotels, ben, si vous dormez, alors ça dépend des love hotels, hein, mais il y en a où c'est genre 30 minutes ou 3 heures ou même la nuit. Et souvent c'est pas très cher. Et en fait, souvent c'est nickel. Alors je suis pas allé depuis très longtemps. Ne vous déchaînez pas dans les commentaires. Mais quand j'étais touriste, je suis allé voir hein, par curiosité. Hein, et franchement, c'était super bien. Et il y a même des gens. Ah ouais, c'est vrai. Et il y a même des gens qui voyagent. Et des gens qui voyagent qui conseillent le Love Hotel comme hôtel pas trop cher finalement. C'est abordable, c'est propre. Tu peux commander des trucs, tu as des karaokés, tu as des PlayStation dans la chambre. Donc voilà, c'est une solution. D'accord. Et du coup, pendant tes 3 mois, quel est ton meilleur souvenir et quel est ton pire souvenir? S'il y a un pire souvenir. Des meilleurs souvenirs, il y en a plein parce que c'était une aventure. Enfin, moi, ça restera sans doute la plus grande aventure de ma vie. Je sais pas, j'en aurai d'autres, mais en tout cas, c'était vraiment une très grande aventure. Tu m'étonnes. Il y a plein de choses parce que il y a certains repas qui étaient extraordinaires. Enfin, il y a des choses que j'ai mangées qui étaient à des endroits qui étaient ouf. Il y a des moments où tu te retrouves seul à des endroits, par exemple, au sud-est d'Osaka, Kyoto, Ise, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est péninsule d'Ise, où c'est une toute petite pointe. Qui ressemble à rien, où je suis allé. Les gens qui m'ont pris en stop m'ont demandé pourquoi j'ai là-bas, parce qu'ils m'ont dit il n'y a strictement rien. Tu as perdu un pari. Voilà, et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'était une ville qui est connue parce que les femmes font de la pêche en apnée. Ok. Je crois qu'il y a dû y avoir un drama qui a pu être fait là-dessus, je crois. C'est une ville qui est morte. C'est assez fou, par contre, de s'imaginer ça, vraiment des villes mortes, des villes où il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et je me suis retrouvé chez une petite bonne femme, parce que je demandais un hôtel, on m'a dit mais il n'y a pas d'hôtel en fait, il n'y a rien ici. Donc, quoi? Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, qu'est-ce que ouais, non mais vraiment, et du coup on me dit non, il y a une petite dame qui loue des bungalows comme ça, qui était adorable comme tout, qui m'a dit est-ce que je te fais à manger ce soir? Et je lui dis bah je sais pas, il n'y a pas un restaurant, mais il n'y a pas de restaurant. TNT au restaurant. Voilà, non mais c'est ça, je suis le restaurant. Donc, et en fait, tu te retrouves ce type de moment, enfin ça c'est fou. Et peut-être que un des plus beaux moments, c'est où je me retrouve le soir de mon anniversaire, enfin le jour de mon anniversaire, je suis à Hiroshima, dans une guest house. Et en fait, je devais partir et les gars de la guest house me disent bah, c'est ton anniversaire, reste. On fait un truc spécial et tout. Et je dis ok, super, je savais pas ce qu'ils avaient en tête. Et les mecs toute la journée ils préparent des hamburgers, des machins, ils préparent plein de trucs. Et du coup ils disent allez hop, on prend tous les sacs là et on est parti sur Miyajima. D'accord, ok. L'île qui est en face de Hiroshima, là où vous allez, enfin qui est super avec sympa. Le tori dans l'eau. Voilà, le grand tori dans l'eau, il y a toutes les biches qui sont là, enfin c'est vraiment super. Et on part là-bas et on est parti faire du camping. D'accord, ok. Dormir sur la plage. Ah c'est top. Donc on a fait un énorme barbecue avec tout le monde, tous ceux qui étaient à la guest house, on est tous allés là-bas. Gros barbecue, sauf que on était en super full moon, super pleine lune. Donc c'est quand la lune est vraiment la plus grande, la plus proche de la Terre, ce qui fait que ça fait des marées de malades. Qu'on n'avait pas prévu qu'il y avait des marées de malades. Et du coup qu'on a failli finir noyé parce qu'on dormait assez, on était assez cuit quand même dans les tentes. Et avec l'eau qui était à ça, et pourtant on était au plus loin.
C'était un peu dangereux, mais le fait de fêter moi, c'était mes 25 ans du coup à l'époque, face à l'énorme pleine lune au Japon et tout, ça c'était peut-être Bon souvenir. un des plus beaux souvenirs. J'ai pas forcément de mauvais souvenirs, il y a des jours sans. Peut-être un des souvenirs les plus bizarres, c'est un jour, je suis sur la route et Shikoku. Donc Shikoku, c'est l'île que vous connaissez mais que personne ne va. C'est à gauche là quand on va vers le sud. c'est celle qui est un peu au milieu sud. Dommage, c'est sympa comme endroit. C'est hyper nature. Moi, je suis allé une fois. J'ai pas trop visité, je suis allé à Takamatsu. Et c'est au nord-est, je crois, de Shikoku. C'était super sympa. Mais j'avais pas le temps, mais j'aimerais bien retourner un jour. C'est très connu pour les pèlerinages. Il y a énormément de temples, donc il y a beaucoup de gens qui font des grands pèlerinages de plusieurs temples de marche. Pareil, l'entrée de Shikoku, vous avez ces fameux tourbillons dans l'eau qu'on appelle des Naruto. Et donc pour ceux qui connaissent le manga, c'est inspiré de là, les tourbillons. D'ailleurs, c'est super joli quand on y va de l'île principale. Il y a en train, il y a des. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, le train passe au-dessus et de un des tourbillons. Et puis il y a des petits îlots en fait régulièrement. Donc quand on voit de l'autre côté, c'est super joli. Non, c'est une super île. Et je me retrouve vraiment sur cette île. Je suis au milieu de nulle part, mais vraiment. Alors ce qui est génial au Japon, c'est que même quand tu es au milieu de nulle part, il y a quand même des distributeurs automatiques. Donc au moins, tu as quand même aucun risque de mourir. Voilà, tu as toujours un accès à l'eau. Donc ça, c'est vraiment le bon côté. Et je suis vraiment au milieu de nulle part. Je sais pas ce que je fais là. J'ai personne. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a rien. Je me dis, bon, on verra bien. Et j'ai vraiment une grand-mère qui me prend, mais 70 ans bien tassés, je pense. Elle conduisait, mais alors à la Starkey Hutch, fallait bien s'accrocher. Et elle me conduit. Elle me dit, tu vas où? Je dis, je sais pas, prochaine ville, on verra. Elle me dit, tu dors où? Je sais pas. Alors elle comprenait pas tout ça, bref. Et elle me dit, bon, bah tu viens, je t'emmène, tu dors chez moi. Bon bah super. Et là on arrive dans un temple. Et je me dis putain c'est génial. Je vais dormir dans un temple. Alors c'était pas un temple Shinto, c'était pas comme un shrine, c'était pas bouddhiste non plus. C'était une secte. C'était une secte. J'ai passé 2 jours dans une secte qui s'appelle Tenrikyo, je sais pas si tu connais. Donc secte japonaise. Ils ont été mais plus qu'adorables. D'accord, ok. C'était, il y en a un qui a essayé de m'embrigader. Ils m'ont donné les bouquins quand même. J'ai les bouquins. Alors, je suis désolé, cette bonne guerre. Tous mes souvenirs, tout ce que j'ai, tout est en France. Malheureusement, j'ai rien avec moi au Japon. Mais ils m'ont filé les bouquins et tout. Donc ça, c'était cool. La cérémonie, elle m'a fait rire. Ils faisaient toute une cérémonie d'offrande. Et tous les fruits étaient des corbeilles de fruits, tout ce qui était bouffe, en fait, c'était que de la cire. D'accord. Donc tout était faux, en fin de compte, quoi. Ils font leur offrande. Donc c'était vraiment super sympa. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai un couple qui me ramène, parce que je suis vraiment au sud de Shikoku, je suis très très loin. Et j'ai un couple qui me ramène sur l'île principale, qui vraiment me ramène vers le nord, donc qui sont membres de la secte. Je dors chez eux, c'est super sympa. Et puis ils me disent, si tu veux, on a la sœur qui vit sur l'île de Naoshima. Alors pour ceux qui sont un peu artistiques, Naoshima, c'est la fameuse île où il y a le pumpkin, la citrouille. D'accord. Elle n'avait pas été emportée par l'eau il n'y a pas longtemps. Elle est revenue. Donc la sœur habite Naoshima. Ils me disent, est-ce que tu veux aller à Naoshima voir la sœur? Je dis, ok, carrément. Donc elle m'a fait visiter tous les musées et tout, c'était vraiment génial. Et on mange et elle me dit, est-ce que ça te dérange si je fais ma prière? Et je dis, non, il n'y a pas de souci. Et je lui dis, mais du coup, toi aussi, tu es dans la secte et tout. Elle me dit, non, moi je suis chrétienne. Donc assez drôle, assez drôle pour le Japon, ni shinto ni bouddhiste. Là, une des sœurs faisait partie d'une secte, l'autre était chrétienne. C'était un peu la petite histoire drôle. D'accord, c'est cool en tout cas. Et du coup, si vous voulez faire aussi vous le Japon en stop, c'est possible. On m'avait posé la question. Je savais pas honnêtement. J'aurais dit que non, mais en fait si. Et ça peut être une super expérience. Donc bon à savoir quoi. Je pense que le petit conseil que je pourrais donner, c'est essayer d'éviter les téléphones parce que je pense que c'était moi pour ça que le voyage était fou, c'est que
il y avait pas ces téléphones, il n'y avait pas tout ça. Donc, C'était sans filet. ouais. Ah. Donc il y avait une vraie rencontre, un vrai échange. Alors Internet, ça existait hein, quand même, hein, je peux te rassurer, mais dire que quand on était quand même à l'hôtel, à Guest House, je pouvais quand même regarder, fouiller un petit peu, prendre des conseils. Mais il y avait quand même cette magie du je sais pas où j'allais voir des gens, même ne serait-ce que d'aller aux offices de tourisme et demander. Ouais. C'est un truc qu'on ferait pas. Je cherchais tout seul sur Google. Et puis en fait, il y a des Japonais, il y a des vieux Japonais qui sont super ouverts à ça, qui veulent voir des touristes, qui veulent vous accueillir. Et ces gens-là, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas leur site Internet ou leur adresse. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes âgées notamment ou des étudiants qui font du volontariat, qui sont bénévoles hein, et qui sont soit dans les offices de tourisme, soit dans des temples, dans des lieux touristiques et ils sont là pour répondre aux questions. Et ils sont comme des fous si vous leur demandez quelque chose. Ils vous expliquent tout, ils vous lâchent plus presque après. Donc c'est vrai que c'est bien sympa ça aussi. Hein. Alors la petite anecdote, juste une petite anecdote qui est très drôle, c'est donc ma femme est japonaise et il y a quelques années, je me dis bah tiens viens on va du côté de Shizuoka, on va péninsule d'Izu tout ça, on va se faire un week-end là-bas. Et je lui dis ouais moi j'allais à la station, j'allais à l'office de tourisme, on cherchait un truc, viens on fait ça. Ma femme qui est pas du tout là-dedans, qui est japonaise, non plutôt que sur le carré et tout, et qui me dit ok on fait ça. Et on part donc sur la péninsule d'Izu, on va à l'office de tourisme et littéralement elle s'est un petit peu fait pas engueuler mais la gonzesse de l'office de tourisme lui a un petit peu reproché genre ah ok donc vous vous organisez pas quoi, genre vous venez comme ça. La pauvre. Ouais, la pauvre. C'est lui, là. C'est ma faute. C'est l'étranger qui. Mais la pauvre. Ah ouais, d'accord. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que tu parles de ta femme. Ouais. Du coup, tu as un visa d'époux. Oui, tout à fait. Et quand tu es venu au Japon, tu es venu une fois au Japon, tu es reparti, comment ça s'est passé? Alors. Et avec quel visa à chaque fois? Parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui aimerait venir au Japon. Ouais. Donc moi, vous le savez tous, hein, je suis venu avec le visa étudiant, en plus je me suis marié, donc classique. Toi, c'est un peu différent? Non, c'est un peu différent. Donc je suis venu avec ce visa touriste, j'ai fait mes 3 mois et j'ai voulu revenir parce que en fait, voyager au Japon et vivre au Japon, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et je me disais, par exemple, j'ai détesté Tokyo, moi, mon premier voyage. D'accord. J'ai détesté Tokyo. La ville, elle est pas agréable, les gens sont pas ouverts. Enfin, au même titre que je vais pas aimer New York. Voilà, les gens ils vont tous très vite, t'es pas dedans, t'es pas dans leur rythme de vie, c'est très compliqué. Mais je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de revenir et comprendre le pays d'un autre point de vue qui est celui du travail. Du coup, j'ai fait une demande de visa vacances-travail. D'accord, ok. Je suis revenu au Japon. J'avais de la chance d'avoir quelques contacts, un ami japonais que j'avais rencontré pendant le voyage qui m'a hébergé au départ. Ce qui m'a permis en tout cas de passer les premiers jours au Japon et de prendre ses marques. C'était compliqué de trouver du boulot. Tu cherchais dans quoi? Un peu tout. De tout en fait, parce que tu sais pas trop, tu cherches les alubaito en fait, les jobs étudiants, c'est un peu ce que tu recherches, sauf que il y en a beaucoup qui, comme ton visa il est moins d'1 an, ça les intéresse pas forcément. C'est vrai que c'est difficile. Hein. Ouais, non, c'est très compliqué. Hein. Il y a les serveurs dans les restos français. Je sais pas aujourd'hui, mais même eux à l'époque, moi j'en avais fait quelques-uns, ils m'avaient dit non, pour 6-7 mois ça m'intéresse pas quoi. C'est vrai que former quelqu'un pour le voir partir peut-être 6 mois après. Non, complètement. Prof de français. Donc prof de français. Donc l'idée c'était de se dire je vais donner des cours. Mais là aussi c'est pas évident, si vous restez moins d'1 an, c'est chaud. Non et puis pour être très franc, alors moi j'avais pas fait d'école, enfin j'avais pas passé par les écoles parce que j'ai pas de formation. Donc, moi j'en avais pas non plus, hein, okay. Mais je sais pas, moi je m'étais dit j'ai pas de diplôme. Donc ouais, au début si vous voulez faire prof de français, que vous n'avez pas de diplôme de FLE comme moi au début. Au début on se sent pas légitime d'enseigner le français. Mais finalement, faut pas confondre prof de FLE, français langue étrangère, et prof de français. On n'est pas là pour enseigner toutes les subtilités de la langue, le passé simple, le subjonctif machin. Bien sûr, ça viendra après. Mais 99% des étudiants qui apprennent le français, ils veulent passer un bon moment, discuter, dire bonjour, je m'appelle, commander des trucs en France. Ça s'arrête là. Donc, que ce soit pas un frein. Moi, au début, j'avais pas assez confiance en moi. Pourtant, j'avais plus de 35 ans. Hein. Peut-être à peu près quand j'ai commencé. Donc surtout si vous êtes plus jeune, si vous avez 25 ans, les élèves sont souvent plus âgés, donc si on n'a pas de diplôme, on est jeune, on n'a pas d'expérience, voilà, faut pas que ça vous freine, parce que les étudiants qui apprennent le français sont là pour passer un bon moment. Et il y en a certains qui sont là pour préparer des examens, mais la grande majorité non. Donc si vous êtes sympa, vous avez un bon contact, ça coûte rien d'essayer. Voilà. Après,
comme tu viens de le dire, hein, si vous restez moins d'1 an, ça risque d'être difficile de trouver une école. Voilà. Non, ouais. J'avais pas trouvé d'école, donc je faisais ça en particulier. D'accord. Bah, et du coup, après ton PVT, tu es reparti en France? Qu'est-ce que tu as fait? Donc non, Ouais. donc moi j'ai fait donc, mes cours de français qui me rapportaient pas, Ah bah ouais, prof de français au début. qui me rapportaient pas d'argent du tout. Ouais. En fait, ouais, pour être très franc, faut être réaliste, hein, de vous dire que vous allez survivre ou quoi que ce soit. Et même en mettant des prix à 20 à 30 euros de l'heure, c'est très dur de s'en sortir parce que tu as les transports, tu prends ton café en plus là où t'es, enfin bref, il y a beaucoup de dépenses finalement. J'y reviendrai dans une autre vidéo qui sortira bientôt. Mais prof de français, il y a beaucoup de trucs à considérer, Ouais. notamment l'argent. Alors au début dans les cafés, ça marchait très bien, en tout cas pour moi ça marchait pas mal. Maintenant depuis qu'il y a le corona, j'ai presque aucun élève dans les cafés, donc c'est très difficile. Donc si vous venez maintenant ou bientôt, ne vous attendez pas à avoir des élèves rapidement dans les cafés, ça va être très long. Déjà que moi c'était long, alors qu'il n'y avait pas de corona. Maintenant c'est presque impossible dans les cafés. Et au début dans les cafés on commence à 2000 yens, 2500 yens, après 3000, déjà 3000 c'est pas mal. Mais il y avait de la concurrence. Et au début, si vous vadrouillez à droite à gauche et que vous payez vos transports, vous n'allez pas gagner des masses. Ouais, ça va vite. Voilà. Après, avec le temps, ça se tasse. Moi, depuis quelques années, je fais seulement entre chez moi et Yokohama où je travaille. Je ne paye pas les consommations et je prends 4000 yens de l'heure. Mais au début, je prenais 2000 yens, j'allais à 1 heure en train, ça me coûtait 800 yens. Ouais, mais pareil. Et je payais ma conso, donc je gagnais 1000 yens. Ah ouais, mais tu cours voilà. après l'argent au début. Ben, au début, tu es obligé. Voilà. Donc au début, faut pas s'attendre à faire je vais faire 8 heures dans une école, bah ça non. Au début, c'est 1 heure là, 2 heures là, 1 heure là-bas. Donc au début, il faut quand même se lever là. Hein. Non, franchement, j'ai eu énormément de chance parce qu'en fait, j'arrive à un point où j'ai plus d'argent. Ouais, faut être très réaliste, hein, j'ai vraiment plus d'argent. Mes parents essayaient de m'aider, enfin ils m'envoyaient une centaine d'euros par mois et tout. Mais pour ton PVT, tu logeais où du coup après? J'étais en share house, ouais. D'accord. J'étais en share house. Il y a des share house, c'est super facile par contre ça d'accès. Ouais, ça y en a partout. Hein. Ouais. Et tu avais un budget de combien pour ton année, tu te rappelles? Tu étais parti avec combien en poche? À peu près. Oh, j'étais pas parti. Pas... en fait, j'avais déjà tout dépensé dans le stop. D'accord. J'avais dépensé beaucoup dans le stop, mais j'avais. Combien il fallait? Parce qu'il fallait justifier. Il faut justifier, je crois, de 3000 euros plus un billet aller-retour. Ouais, c'est ça, ouais. Quelque chose comme ça. Et c'est ce que je devais avoir. Je devais avoir peut-être 5-6 000 euros, peut-être. D'accord. Mais ça aussi, je suis en train de finir une vidéo qui sera peut-être déjà sortie au moment où je mettrai l'interview sur le budget qu'il vous faudra pour vivre au Japon dans un appartement. Alors, je parle un peu des share house aussi à la fin, mais c'est surtout pour emménager. Il y a beaucoup de frais. Et après, combien ça coûte de vivre ici? Donc l'eau, l'électricité, le portable, tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, que ce soit en share house ou dans un vrai appartement, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Pardon, un peu de pub, hein, c'est ma chaîne. Hein. Ouais, du coup, donc tu avais épuisé ton budget. Ouais, j'avais tout épuisé. J'avais vraiment plus rien. Compliqué, même pour revenir. Je crois que j'avais même plus d'argent pour revenir. D'accord. Et en fait, je tombe sur une offre d'emploi sur Indeed. D'accord. Un cabinet d'avocats japonais qui travaillait avec la France et qui cherchait un juriste français. Et moi, donc, avant de faire mon master en international avec le Japon, en fait, j'avais une licence de droit. D'accord. Alors pour ceux qui connaissent, on dit souvent que le droit mène à tout, et ben voilà, c'était le cas. Je tombe sur cette offre d'emploi, je postule, je suis pris. D'accord, ok. Je sais pas comment, avec ton PVT. Avec mon PVT, je suis pris. Bah, ils avaient besoin. Donc, ils avaient besoin. La chance aussi, c'est un gros facteur. Hein. Ouais. Non mais là, c'était le timing, tout, vraiment une grosse chance. Du coup, je switch assez rapidement sur un visa de travail. Et du coup, tu as fait le changement de visa au Japon. Au Japon. Alors, donc ça aussi, parce que moi, quand j'étais venu en visa étudiant, sur Internet, et même des fois, l'ambassade me disait « Ouais, alors, il faut retourner en France pour changer le visa. » Et en fait, j'avais demandé à mon école, mais non, nous on le fait, t'inquiète pas. Et la preuve, toi aussi tu l'as fait. Donc on peut très bien changer un visa en restant au Japon, vous inquiétez pas. Alors, la petite histoire, c'est que... je sais pas trop comment mes patrons de l'époque sont débrouillés, mais on a un mec qui est venu, à qui on a donné une petite enveloppe, il est revenu 2 jours après, il avait mon visa. Donc bon. Ça marche aussi les enveloppes. Voilà, ça marche ça marche aussi, c'est les contacts. Je crois que c'est un ancien de l'immigration, et du coup il avait les contacts, et bref. Mais c'est vrai que non, ça m'a permis d'avoir mon visa de travail. D'accord. En plus de 3 ans. Ah ouais, direct.
Et ouais, non, mais Alors là, petite enveloppe, elle a servi, tu vois. voilà, ça c'est l'enveloppe, c'est la boîte de Manju, en dessous il y a des billets de 10 000. Parce que normalement, les visas travail, quand vous arrivez, alors, à moins que vous soyez sponsorisé par une grosse boîte, c'est peut-être le cas aussi, hein. En général, c'est 1 an, éventuellement au bout de 2-3 fois, 3 ans. Voilà. Vous attendez pas à avoir direct 5 ans ou 3 ans, c'est rare. Voilà. C'est clair, c'est clair. Là, même moi, là, c'est déjà mon deuxième visa d'1 an. Pourtant, Maintenant, je suis marié, visa époux. Ouais. Moi aussi, au début, le visa époux, j'avais eu 1 an, 3 ans. Et après, je l'ai changé en visa permanent. Mais au début, c'est même visa époux en travaillant, c'est déjà 1 an. Ah, donc j'ose espérer avoir le 3 ans cette fois-ci. Hein. Peut-être. Écoute, Tout n'est pas perdu. je te préviens, je t'appelle si je l'ai pas. Hein. Alors moi, j'ai pas de contact, donc il n'y aura pas d'enveloppe. Donc, donc je chope ce boulot dans un cabinet d'avocat où je passe 1 an et demi à peu près avec eux. Beaucoup d'aventures, c'est très drôle. Enfin, j'ai eu des hauts et des bas, hein, mais Et tu bossais en français, en japonais, en anglais? En fait, ce qui se passe, c'était qu'on avait des contacts avec la France. En général, quand c'était des boîtes japonaises qui voulaient aller vers le Japon, là je travaillais sur le droit français. D'accord. Parce que du coup ça je maîtrisais. Et quand c'est des Français qui voulaient venir au Japon, là en fait, moi je me faisais plus la communication. D'accord. J'étais plus une sorte d'assistant pour les échanges d'emails, pour tout ça, pour transmettre les informations. Après, sur les anecdotes assez marrantes de ce type d'établissement, t'arrives après la pause du déjeuner, t'as ton patron qui fait la sieste par terre dans la salle de réunion. Alors ça, je pense que c'est rare. Non, ouais. Ça dépend des boîtes, on va dire. Parce qu'il y a un grand cliché aussi. Ouais, au Japon, on peut faire la sieste au boulot. Alors je pense le boss. Non, mais le boss, ouais. Toi, tu pouvais faire la sieste. Après, attention, le boss, il avait 70 ans. D'accord. C'était pas. Toi, tu pouvais faire la sieste ou c'était pas autorisé? Non, voilà. Je faisais pas la sieste. non. Ça aurait debout le gagine. Voilà, non, c'est le travail. D'accord. Mais mais il y a des choses, enfin bon, bref. Ouais, c'est pas la même culture. Quoi. Non, c'est pas la même culture. Et qu'est-ce que je voulais dire? À quel moment tu as rencontré ta femme? C'était dans le boulot? C'était en France? Non, c'était au Japon. D'accord, ouais, c'était au Japon. C'était une soirée. J'avais une amie qui quittait le Japon. Ouais. Une amie indienne. D'accord, ok. Et elle a fait une soirée, un pot de départ. D'accord. Avec tous les potes. On se retrouve tous. Et en fait, cette amie indienne avait rencontré ma femme, je sais pas moi, peut-être 4 jours plus tôt, à une autre soirée. Le destin. Où, elle, avec un coup dans le nez, elle lui a dit bah écoute, viens donc à ma soirée. Viens. Voilà, je me suis retrouvé à côté d'elle. Et puis du coup. D'accord. Voilà. Mais bon, après, il y a eu des hauts débats, comme toute histoire, mais en tout cas, c'était il y a du coup 2014. D'accord. Ça remonte un petit moment maintenant. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais alors? Donc du coup, entre-temps, donc moi je suis parti en Chine, je suis parti au Chili, je suis retourné en France, je suis retourné en Chine, j'ai pas mal bourlingué. Et on est revenu avec ma femme il y a 2 ans à peu près. D'accord. En plein Covid. En plein Covid. Où voilà, on a décidé de revenir au Japon parce que c'était soit la France, soit le Japon. On voulait se poser dans un pays qui était plus facile parce que autant c'est déjà compliqué en France pour elle en tant qu'étrangère, au Japon pour moi en tant qu'étranger. Mais quand c'est 2 étrangers dans un 3e pays, c'est très, très compliqué. Donc du coup, on voulait quand même avoir un pays où on pouvait être sûr de pouvoir rester, d'être stable. On avait fait déjà 2 ans en France, donc on s'était dit on va repartir au Japon. Et du coup, l'idée pour moi, c'était de monter ma propre boîte. D'accord. Ma propre structure. Donc j'ai fait un auto-entrepreneur en fait au Japon. Ça aussi c'est intéressant, on m'a déjà demandé, est-ce que c'est difficile de monter une boîte au Japon? Alors, monter une boîte, enfin c'est pas compliqué, c'est jamais très compliqué au Japon. Ça prend du temps. Voilà. Mais de faire des KK ou des JK au Japon, c'est pas très compliqué. Alors c'est quoi des KK et des JK? Voilà, Kabuki Gaisha, et Godo Kaisha. D'accord, ok. C'est des types de sociétés japonaises. Comme la SAS, Société Anonyme, tout ça, enfin les SARL. Donc c'est pas très compliqué. Tu l'as fait seul ou avec ta femme? J'ai fait avec ma femme. Mais alors, auto-entrepreneur, c'est hyper facile. Hein. C'est un document à remplir, ils te mettent un coup de tampon. D'accord. Donc auto-entrepreneur, assez simple. Ouais, et tu peux le faire, je crois même 3 mois après avoir commencé ton activité. D'accord. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de contraintes.
C'est vraiment très très simple. D'accord, d'accord. Par contre, maintenant, tu es en auto-entrepreneur? Je suis toujours en maintenant auto-entrepreneur, Toujours, mais là, moi je réfléchis à évoluer parce que l'activité augmente, parce que forcément en termes d'imposition ça change aussi. Va falloir qu'on recrute. D'accord, donc tout ça fait qu'il y a un moment qu'il faut évoluer. Quoi. Je suis pas encore à ce stade-là, mais il va falloir que je mette le nez là-dedans pour passer le next step. D'accord, d'accord. Mais non, auto-entrepreneur, donc assez facile à faire. Et question, je t'interromps parce que c'est un truc que je ne connais pas du tout. Est-ce que quand tu es auto-entrepreneur, tu peux avoir un visa de travail? Ou est-ce qu'il faut avoir déjà un visa pour devenir auto-entrepreneur? Non, alors je pense que je pourrais. Alors moi j'ai le visa d'époux donc j'ai pas forcément le besoin, mais je pense que je peux faire la demande. D'accord. Je pourrais très bien switcher sur un visa d'auto-entrepreneur. D'accord, d'accord. J'imagine qu'il y a des conditions peut-être de revenus. Ouais. Dans tous les cas, je pense que maintenant que j'ai des rentrées d'argent, que du coup je paye des impositions, donc j'ai des fiches d'imposition, je pense que je peux justifier en tout cas de ce cycle de rentrée d'argent et de m'auto-sponsoriser, je pense. En tout cas, le fait d'être étranger, ça t'a pas bloqué à aucun moment donné pour... Non. D'accord, ok. Non, intéressant. Par contre, je pense que c'est très important de dire que, attention, c'est pas facile. J'ai ma femme qui est derrière moi, qui m'aide. Avec le japonais, les formulaires et tout. Non. Déjà, moi je vois quand on a des formulaires assez simples, des impôts et tout, déjà ma femme elle me dit je comprends pas, alors c'est en japonais. C'est un peu comme en France. Si on s'y connaît pas trop, si vous lisez tous les trucs dans les déclarations d'impôts ou quoi, on comprend pas ce qui ne nous concerne pas fatalement. Donc c'est important d'avoir quelqu'un derrière pour le japonais. Quoi. Non, c'est pas tout. Faut pas penser. Je pense que c'est une très grosse erreur de penser que le Japon c'est un pays facile d'accès. Beaucoup pensent que c'est génial, c'est libre, on peut venir, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est très faux, c'est une société qui est très rigide, il y a beaucoup de règles. Puis voilà, comme dit les règles, il n'y a pas de raccourci. Ouais, j'ai pas ce document, mais j'ai celui-là, ça va. Non, ça va pas. C'est 100% et celui-là. Exemple tout bête, ma femme va demander, parce qu'elle est designeuse, elle est auto-entrepreneuse également, et du coup elle avait besoin d'une copie de ce document d'auto-entrepreneur. On va donc l'administration correspondante où elle demande, elle est japonaise, elle dit voilà, je voudrais juste une copie de ce document comme quoi je suis auto-entrepreneur. Ok, venez nous donner votre carte d'identité. Elle donne la carte d'identité. Le mec lui dit quand même en effet c'est la même photo, ok c'est le même nom prénom, par contre c'est pas la même adresse. Donc je peux pas vous donner le document. Bah oui mais on a déménagé en fait, c'est-à-dire que c'est la vie, c'est normal que les gens déménagent. Et on se retrouve quand même face à ce type de situation où on est bloqué. Et donc ça, encore une fois, on vous parle de ça avec deux Japonais qui sont entre eux, mais nous, quand on est étranger, qu'on vient, qu'on demande des choses à droite, à gauche et tout, non, c'est très très compliqué. Donc, faut pas... je pense que c'est très... on peut venir facilement avec des visas de vacances-travail, il y a beaucoup de choses qui sont faciles à faire, mais le next step de pouvoir vraiment rester, vivre et autres... Il faut avoir soit un niveau de japonais très très élevé, soit quelqu'un ici qui parle japonais, qui lit japonais, et même des fois en étant japonais c'est pas forcément très clair les explications. Non, c'est clair. Et encore une fois, comme on disait là je vois, on a changé pour mon téléphone, on a changé de compagnie, je suis passé chez Rakuten. D'ailleurs tu payes combien avec Rakuten chaque mois? Je sais même pas, 3000 yens. Ouais, un truc comme ça, d'accord. Non, parce que moi aussi, je paye dans les 3000 yens et j'en parle dans ma vidéo sur le budget. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils payent 6000, que tous les Japonais payent plus de 6000, 7000 yens. Alors peut-être il y a 10 ans. Alors c'est vrai, il y a 10 ans c'était cher. Franchement, il y a 10 ans ça coûtait un bras. Il y a 10 ans, moi la première fois où je suis venu, il y avait une... un peu comme en France, enfin pour ceux qui ont vécu ça, l'arrivée de Free sur le marché français qui a libéré les prix. En fait, au Japon, pendant très longtemps, entre SoftBank et entre les grands noms, le marché était extrêmement fermé, donc c'était quasiment des prix mais vraiment très élevés. C'est abusé. Impossible d'avoir un téléphone parce qu'en tant que visa vacances-travail ou en visa d'un an, en fait, les compagnies ne vous donnent pas parce que c'est des contrats de 2 ans. Donc ils vous disent non, vous êtes trop court. Moi c'est ce que j'ai un peu en ce moment avec Rakuten qui me dit attends, vous avez un visa d'1 an, on va essayer de voir si on peut négocier parce que j'ai ma femme et autres, donc ça va, on arrive à passer un petit peu au-delà. Parce que maintenant, il part de Rakuten, maintenant il y a plein de sociétés. Il y a 10 ans c'était pas du tout comme ça. Mais maintenant il y a Rakuten, il y a UQ Mobile, il y a Y-Mobile, il y a tous les gros opérateurs qui ont fait leur opérateur un peu moins cher. Il y a d'autres opérateurs, donc maintenant il y a vraiment beaucoup de choix. Et donc il faut vraiment aller voir un peu à droite à gauche. En plus ça dépend sur qui vous tombez.
Alors moi avant on était chez Docomo, on posait une question à un mec, il nous disait ouais c'est pas possible, on demandait au mec d'à côté, il nous disait ah il n'y a pas de problème. Donc déjà chez le même opérateur, selon sur qui tu tombes, c'est pas la même chanson. Donc pour le truc de l'Apten c'est intéressant, donc, avec un visa de 1 an, déjà c'est galère. Ouais. Ouais, ils m'ont donc du coup, enfin c'est tout bête, mais en fait du coup on va mettre ça sur le nom de ma femme, ouais, bah, comme ça. La solution de facilité hein, quand on est une femme japonaise. Donc, mais je sais qu'il y a des opérateurs qui sont sans engagement, mais il y en a qui sont sans engagement mais qui demandent un compte bancaire japonais, et il y a des banques qui demandent un numéro de téléphone japonais pour ouvrir un compte. Du coup, vous en sortez pas trop. Voilà, donc cherchez bien, demandez à droite à gauche. Petite histoire sur la banque, ce qui a été très drôle, c'est que quand on est allé, donc on habite nous pas très loin des parents de ma femme qui est dans son quartier, donc elle a sa banque qui est pas très loin. Et vraiment on était à côté de cette banque là, donc on va pour ouvrir notre compte bancaire. Et histoire vraie, la banque est allée vérifier à la règle sur Google Maps la distance entre notre appartement et la banque et une autre. Ah, parce que si elle est plus près. Parce que si elle est plus près de quelques centimètres, c'était. Et vraiment, ils étaient à la règle hein, quand même sur l'écran à regarder les distances. Du grand malade. Et tu fais, mais en fait, je comprends pas. En fait, ma femme, elle a son compte, c'est normal que je sois quand même dans la même banque, quoi. Enfin, essayer d'avoir les mêmes. Non, non. Donc, tout ça, encore une fois. Beaucoup de rigidité. Ouais, faut être réaliste. C'est pas facile, faut avoir beaucoup de patience, faut être aidé quand même. Voilà, et puis il faut pas chercher à essayer de faire changer les choses, ça changera pas. Ça sert à rien de s'énerver, c'est comme ça. Donc ça change pas pour les Japonais, ça changera pas pour vous. Donc voilà, faut se préparer un peu psychologiquement. Voilà, ça sert à rien de gueuler, au contraire, ça va empirer les choses. Pas du tout. Pas du tout. Alors voilà, on a bougé un petit peu. Alors j'espère qu'on sera moins dans l'ombre. Et alors, donc on parlait de quoi? On parlait du portable, de la banque, donc des règles japonaises. Hein, donc, voilà, toutes ces petites histoires de la vie quotidienne au Japon. Voilà. Et malgré ces petites histoires, justement, est-ce que tu aimes la vie au Japon? Est-ce que la France te manque? Est-ce que vous réfléchissez à partir? Ou au contraire, est-ce que tu comptes rester ici pour de bon? Pour de bon, je sais pas, parce qu'on sait jamais de quoi la vie est faite. Pour l'instant, on a un projet de vie, nous, qui est plutôt sur le long terme, en tout cas au Japon, recherche de stabilité, de créer une famille, d'aller, voilà, Là, tu n'as pas d'enfant encore, hein? Non, pas d'enfant encore, ouais. Donc, profite. c'est pour ça. Je suis très heureux. Donc ouais, donc l'idée, c'est pour l'instant de rester ici et de passer du temps, en tout cas, sur le Japon, d'en profiter. La vie, elle est quand même super agréable par rapport à la France. J'adore mon pays, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses au Japon qui sont quand même très agréables. Si on oublie toutes ces complications administratives, hein, une fois que c'est réglé, après voilà, ça va. Une fois que ça c'est passé, non, après le rythme de la vie est quand même super agréable. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Tokyo, enfin moi je suis sur Tokyo, c'est une ville qui est, enfin on s'ennuie pas en fait. Il y a toujours des choses à faire. Non, l'idée de repartir en France, tout ça pour l'instant, c'est pas au programme. Non, la vie est très bien ici. D'accord, très bien. Moi, tu prêches un convaincu, hein, moi vous le savez, moi je suis 100%, mais c'est intéressant parce que moi je viens de Marseille, donc forcément c'est très différent. Tu viens de Bretagne, c'est ça? De Bretagne. Ouais. Donc pas tout à fait la même chose, mais voilà, on a tous les deux trouvé des trucs qui nous conviennent ici et qui nous plaisent. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, hein, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais voilà, on est très bien ici. Et d'ailleurs là on est au bord du canal, on voit le train passer, c'est très agréable, même s'il y a beaucoup de vent. Tempête, je sais pas. C'est le Mistral, qui est choisi ici. Il vient de chercher. Ben voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview très très intéressante. Moi j'ai appris beaucoup de choses, donc je suis désolé si la vidéo était un peu longue, mais moi c'est la première fois que j'ai entendu tout ce que tu disais, donc ça m'intéressait aussi. Et puis au plaisir de te revoir peut-être dans une autre vidéo, ou peut-être autour d'un saké ou d'une bière. Avec grand plaisir, ouais, merci beaucoup. Bien, salut à tous, salut. merci, au revoir. Ciao.